Donc, bonjour tout le monde, puis merci d'être présent ce matin. On a un peu de neige, mais on a quand même du monde qui sont déplacés. Donc, aujourd'hui, c'est notre cinquième café-conférence pour la saison 2024-2025. Est-ce qu'en ligne, on entend bien pour l'instant? Oui, Parfait, merci beaucoup. Donc, ça nous fait vraiment plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Mon nom, c'est Frédéric Brunet. Je suis coprésident de la FOR avec Justine Guélis. Et aujourd'hui, avec moi, dans le comité organisateur des cafés-conférences, au niveau de l'IFC, j'ai Olivier Villemar-Côté et Anne Bernard. Du niveau de la FOR, il y a moi-même et Louis Allard. Et finalement, du côté de l'OIFQ, nous avons Marie-Claude Dussault et Patrick Pinault. Donc, avant de débuter la conférence, on a quelques messages plus administratifs. Pour les certificats de formation continue, pour les gens de la salle, on a une feuille à l'entrée qu'on peut signer pour signaler votre participation. Et pour les gens en ligne, on vous demande de vous assurer de bien écrire votre nom sur le Zoom pour que lorsqu'on va avoir l'enregistrement de la conférence, on pourra bien vous identifier et vous donner vos heures en conséquence. Pour la période de questions, pour les gens dans la salle, à la fin de la présentation, on aura un micro à vous passer. Et sinon, pour le monde en ligne, on vous demande d'inscrire vos questions dans le chat du Zoom et on pourra poser les questions à voix haute ici en salle. Donc aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Pauline Suffis, qui est professionnelle de recherche à la chaire de leadership en enseignement en foresterie autochtone, qu'on connaît souvent plus sous le nom de la clé, au sein de notre faculté de foresterie, géographie et géomatique, dans le département des sciences du bois et de la forêt à l'Université Laval. Donc, ces travaux portent sur le développement d'une foresterie respectueuse des communautés autochtones et sur la gestion durable des ressources et du territoire. Biologiste de la faune, elle se concentre sur l'aménagement forestier intégré, la valorisation des savoirs locaux, la science participative et la gouvernance territoriale. Elle mène des recherches sur des espèces fauniques comme la martre d'Amérique et le pécan, tout en soutenant la prise en considération des besoins des utilisateurs dans l'aménagement du territoire. Donc, aujourd'hui, sa présentation va porter sur les savoirs autochtones, des alliés pour l'acceptabilité sociale de l'aménagement forestier. Donc, quand on parle d'aménagement durable des forêts, ou de l'ADF, ça nécessite une compréhension approfondie des intérêts, des valeurs et des besoins des peuples autochtones. Donc, depuis les 10 dernières années, la chaire de leadership en enseignement en foresterie autochtone, elle mène des recherches en partenariat avec des organisations des Premières Nations au Québec et au Canada. Donc, fondées sur une approche collaborative, ces recherches ont contribué à documenter des réalités et des perspectives autochtones, ainsi qu'à leur donner du sens dans le cadre de projets d'aires protégées et de plans d'aménagement forestier. Donc, les différents projets partagent un certain nombre de points communs d'importance pour l'aménagement durable des forêts, notamment une prise en compte des modes de vie, des pratiques et des modes de gouvernance traditionnels, ou encore un développement économique qui met l'accent sur l'amélioration du bien commun et des liens au territoire. Donc, je vous souhaite une bonne conférence et pour la suite, ça va être Pauline qui va prendre le micro. Bonjour tout le monde. J'ai déjà été bien présentée, puis il y a même des punchs qui ont été un peu volés en présentant le résumé de la présentation. Tout de suite, je vais commencer par me présenter, vous expliquer qu'est-ce que je fais là, puis pourquoi je viens vous parler ce matin. Non, c'est pas le bon ordi, hein. OK. Je suis née en Beauce, vous l'entendez à mon accent, la Beauce française. Vraiment, c'est vraiment le nom de région. J'ai commencé mes études universitaires à Nantes en biologie. Puis j'ai assez vite migré à Lucar, à Rimouski, parce que je m'intéressais beaucoup au contexte arctique à la base. Puis j'ai eu l'opportunité de faire un premier emploi d'été forestier, puis j'ai découvert un autre monde qui pouvait m'intéresser. Donc, j'ai décidé de creuser un peu plus avec ce qu'on appelle un DESS, d'études supérieures spécifiques en gestion de la faune et de ses habitats. Et finalement, j'ai encore décidé d'aller un peu plus loin et d'aller en Abitibi-Témiscamingue pour faire une maîtrise en biologie en collaboration avec le CERFO. Donc, c'est là que j'ai vraiment mis les deux pieds dans l'aménagement forestier durable avec un projet qui portait sur les coupes progressives et régulières, un contexte de régénération du bouleau jaune et d'habitat du lièvre. Évidemment, l'interaction entre les deux avec des petites notions de brou. Je ne vous en parlerai pas aujourd'hui, mais juste vous expliquer mon bagage avec lequel je suis arrivée au doctorat en sciences de l'environnement, donc un doctorat qui est interdisciplinaire, toujours à l'UQAT, puis qui m'a permis de voyager à travers l'Amérique du Nord et même retourner un peu en Europe pour rencontrer des chercheurs inspirants sur des pratiques qui mêlent sciences biologiques et sciences sociales.
Et finalement, après mon doctorat, je suis rentrée comme chargée de projet à la Fédération des trappeurs. Le lien n'est pas facile à faire parce que je ne vous ai pas expliqué mon doctorat, mais vous voyez à la photo que j'ai travaillé sur la martre et le pécan en valorisant les connaissances des trappeurs dans l'aménagement forestier durable. Et finalement, je suis maintenant professionnelle de recherche à la chaire depuis 2020. Donc, la chaire, ça fait quoi? La chaire, elle a été créée en 2015. Elle est, j'allais dire détenue, mais en tout cas, le titulaire étant Jean-Michel Baudouin depuis 2015 et plus récemment co-titulaire Anne Bernard. La mission de la chaire, c'est vraiment de renforcer les capacités des communautés autochtones à prendre part à l'aménagement forestier au Québec. Ça passe aussi par le fait de renforcer les relations durables, la collaboration avec différentes entités du secteur forestier. Mais on a aussi on essaie de se donner comme mission d'accroître la sensibilité du grand public aux réalités et aux cultures autochtones. Donc, je commence tout de suite en vous présentant le cercle des partenaires, toutes les gens qui sont à l'origine de ce que je vais vous présenter par la suite. C'est vraiment grâce à des rencontres, plusieurs rencontres annuelles avec ces personnes, en fait, ces organisations-là, mais vous comprenez qu'en arrière, c'est des personnes, qu'on oriente nos travaux et qu'on essaye de répondre aux besoins de ces organisations-là. Je vous introduis la façon dont on travaille par cet ouvrage qui a été publié en 2018, qui concerne plus le contexte de la conservation, mais qu'on adopte dans une vision d'aménagement durable. Puis on se demande comment les peuples autochtones peuvent jouer un rôle dans l'aménagement forestier durable et ce serait quoi la place que les acteurs peuvent leur faire. Donc, comment on s'y prend pour soutenir l'autodétermination des peuples autochtones au Québec, en l'occurrence. La première étape, c'est d'établir des relations de collaboration. Puis je comprends que je m'adresse à des professionnels qui ne sont pas nécessairement du milieu de la recherche, mais ce avec quoi on travaille en recherche, c'est des principes qui peuvent s'appliquer dans le contexte professionnel aussi. Et on a notamment travaillé avec Ressources naturelles Canada et la communauté de Innu de Pessamit pour essayer de faire ressortir les grandes lignes de comment on s'y prend pour travailler ensemble. Donc, à travers cette infographie-là, ce que je veux vous amener en fait, ce avec quoi je veux qu'on parte ensemble dans la présentation, c'est que pour avoir un cadre de collaboration efficace, ça prend d'abord d'apprendre à se connaître. Peu importe le territoire sur lequel vous opérez en tant que professionnel, la première étape, c'est de connaître les peuples autochtones qui peuvent occuper le territoire, mais aussi et surtout aller plus loin, de comprendre leur culture, leur organisation politique, leur contexte social et d'identifier la personne avec qui vous devez prendre contact. Je l'ai dit tantôt, on est des organisations, on travaille surtout à l'Université Laval, on est une grosse organisation. À travers ça, c'est des individus. Donc aujourd'hui, je veux que tout ce dont je vais vous parler, vous le regardiez à l'échelle avec vos lunettes individuelles et non l'organisation pour laquelle vous travaillez. La question est toujours de se poser comment on s'y prend, mais quand on s'y prend pour collaborer. Puis un des principes fondamentaux, c'est de commencer à discuter, à communiquer dès les premières intentions, d'aménagement, de modification, de développement sur un territoire donné. Et l'important, c'est de conserver un partage tout au long de ce processus-là. Donc ici, je vais partager la présentation avec le IFQ, avec ceux qui le souhaitent, là, mais je veux vous partager ces outils-là qui, encore une fois, ont été développés dans un contexte de recherche, mais qui peuvent vraiment inspirer les façons de travailler en collaboration avec les Premières Nations. Une des approches qu'on essaye d'adopter de plus en plus, c'est l'entrelacement des savoirs. Donc, dans mon titre, je parlais de savoirs autochtones. C'est quoi des savoirs autochtones? Puis pourquoi on s'y intéresse de plus en plus, en fait, c'est qu'on considère qu'en alliant les regards, on va renforcer les retombées de ce qu'on fait. On va donner du sens à l'aménagement d'un point de vue communautaire, mais on va aussi soutenir l'autodétermination et contribuer au rééquilibre des pouvoirs. Plus concrètement,
Entrelacement des savoirs, c'est un terme francophone qu'on adopte à la chaire, mais qui est peut-être un peu plus connu sur le thème de double regard, si vous avez déjà entendu parler de ça. Puis ici, cette infographie-là vous présente la perspective du triple regard. La recherche travaille avec les communautés autochtones, mais les décideurs, les professionnels et toutes les instances politiques ont aussi une collaboration directe avec les Premières Nations. Et nous, ce qu'on essaye de promouvoir, c'est l'interaction entre les trois visions. Donc, dans le contexte de la foresterie, on utilise parfois le terme de savoir écologique traditionnel. Donc, je vais vous lire la définition libre des savoirs écologiques traditionnels qui inspirent nos travaux. Ce sont des systèmes de savoir profondément ancrés dans la culture et l'expérience directe avec la nature, permettant une gestion durable des ressources et une résilience face aux changements environnementaux. Grosso modo, c'est un concept qui englobe à la fois les observations, mais tout le système de gouvernance et le système de connaissances qui est propre à une culture. Ici, je vous partage une représentation graphique de Nicolas Hood qui montre justement que ce qu'on retient, en fait, ce que les biologistes ou les aménagistes ou des gens des sciences naturelles retiennent d'habitude en premier, c'est le fait que des savoirs, c'est ce qu'on voit sur le territoire. C'est pas seulement des faits, c'est pas seulement une observation, c'est comment on la voit. C'est quoi le regard qui est porté pour expliquer que un individu, une communauté va retenir cette information-là. Donc, quand on parle de système de savoir, et je m'arrête là dans la théorie, je vous rassure, mais comprendre que ça n'est pas seulement que le fait d'avoir vu une marque monter sur un arbre, mais toute la considération de son interaction avec l'environnement. Alors, j'en viens à définir qu'est-ce que la foresterie autochtone. Puis, à travers le temps, on est passé d'une foresterie qui excluait les peuples autochtones à, et ce vers quoi on essaye de tendre, une foresterie qui est faite au bénéfice des Premières Nations et parfois par les Premières Nations. Et ça passe par différentes disciplines, différents champs de recherche, notamment, qui vont, premièrement, soutenir la documentation des cultures, des valeurs, des visions. Tu l'as introduit juste avant le fait de mieux prendre en compte ces visions, ben, c'est déjà de les faire connaître, puis de prendre conscience du pourquoi il y a des tensions sur le territoire, de comprendre cette organisation territoriale-là, encore une fois. Ça se transfère en termes de gouvernance, donc comprendre comment se fait la consultation et comment elle pourrait être faite pour mieux respecter les cultures. Et à travers les exemples de projets de recherche qu'on a menés, je vais vous donner quelques aperçus de voies potentielles via la délégation de gestion ou la cogestion notamment. Finalement, dans l'aménagement forestier, c'est quoi les critères? C'est quoi les éléments qui doivent être pris en compte pour respecter la vision autochtone de la forêt? Puis ça s'inscrit dans des mesures qui peuvent être intégrées dans les certifications forestières. Donc tout à l'heure, par exemple, je vous ai présenté les partenaires. On travaille de près avec FSC et SFI pour définir ces critères communs-là. Et finalement, ben, tout ça, c'est aussi dans la vision que les Premières Nations aussi veulent avoir du développement économique et avoir des retombées sociales de l'aménagement forestier. Je vais un peu moins en parler aujourd'hui parce que j'ai vraiment focusé sur les savoirs autochtones, mais il y a tout un pan de recherche à la chaire qui vient soutenir le développement d'entreprises forestières autochtones, le recrutement de la main-d'œuvre issue des Premières Nations dans le secteur forestier et parfois l'entrecroisement des deux, la main-d'œuvre autochtone dans des entreprises forestières autochtones. Mais il y a tout un spectre de collaboration, encore une fois, à travers ça, à considérer pour que les Premières Nations bénéficient aussi de ces retombées-là. Donc, excusez-moi. Documenter les visions, c'est déjà de partir du principe que chaque culture, chaque communauté a son propre système de connaissances, a sa propre façon de voir le territoire, a ses propres valeurs et ses propres besoins. Donc, l'objectif final, c'est d'en arriver à développer des outils de gestion qui soient culturellement adaptés. Je n'ai pas répété la stratégie d'aménagement durable parce que tu l'avais dit dans le résumé, mais c'est vraiment au cœur de comment on doit faire la foresterie au Québec. Puis pourtant, ben, on a encore du travail à faire là-dessus. Donc, c'est ça qu'on essaye de faire, ce travail-là.
Alors, je vous amène faire un survol des savoirs autochtones forestiers au Québec, plus spécifiquement des savoirs des communautés avec lesquelles on travaille, mais je vais dépasser un petit peu avec ce qui se fait par d'autres chercheurs québécois. Je vous ai dit, la première étape, c'est de considérer et reconnaître qu'il y a des cultures différentes. Quand on commence une collaboration, le premier mot que vous avez à dire, c'est bonjour. Ici, c'est l'UQAR et un organisme pour le climat qui ont fait cette infographie-là. Puis je vais vous inviter à essayer de la chercher ou à l'afficher le plus possible parce que c'est vraiment le point de départ du OK, chaque nation a sa façon de dire bonjour, a sa façon de dire merci. Fait que si au moins vous retenez ça aujourd'hui, ce sera déjà ça. Alors, un des premiers projets de recherche qui s'est fait au sein de la chaire, c'est Patrice Bellefleur, un Innu de Pessamit qui a travaillé à définir c'est quoi l'ambiance du territoire forestier pour Pessamit. Donc, essentiellement, je ne rentre pas en détail dans chacun des projets, mais je vous partage la définition, en fait, de l'ambiance du territoire forestier. Ça revient à comprendre comment le territoire est organisé, c'est quoi les composantes clés du territoire pour Pessamit. Et à partir de ces travaux-là, on a Louis-Philippe Ménard qui fait son doctorat, donc toujours avec Pessamit, pour essayer de voir comment ça peut s'inscrire en termes de pratiques d'aménagement forestier. Donc, tous nos travaux, j'ai oublié de vous le mentionner, c'est des approches qui sont évidemment des approches de sciences sociales, donc c'est des entrevues, c'est de la documentation, c'est de la rencontre. Vous comprenez que mon introduction était beaucoup basée là-dessus, c'est pas pour rien. Donc, Louis-Philippe travaille de près en partant notamment des travaux de Patrice, mais il travaille avec la communauté à définir ce serait quoi les pratiques acceptables pour que l'aménagement qui se fait en territoire de Pessamit sur les Nitassinan permette de respecter les besoins et les pratiques de Pessamit. On part un petit peu plus dans l'ouest avec la communauté Atikamekw de Wemotaci. Ici, ce sont les travaux de Marie-Laure Lusignan, qui est une ingénieure forestière. Puis je ne l'ai pas précisé tantôt, vous comprenez que je ne suis pas ingénieure forestière moi-même. Mais dans ce type de définition-là, c'est justement l'importance de croiser les regards dans la définition de ce qu'est un système socio-écologique. Alors, c'est du jargon un peu très technique, là. Système socio-écologique, c'est justement de voir... comme je vous l'ai expliqué pour Pessamit, excusez, je me perds un peu. C'est en termes de quelles sont les ressources importantes pour les Atikamekw de Wemotaci sur le territoire, quelles sont les pratiques d'occupation, la façon dont ils sont organisés au niveau du territoire. Et par exemple, ils ont souligné que la place de la famille et des chefs de territoire était essentielle dans la façon d'aménager et dans la façon de consulter. Ce qui n'est actuellement pas reconnu et pas mis en place. Donc ça, c'est un des highlights du projet de Marie-Laure. Puis à partir de cette définition du système socio-écologique Atikamekw-Néo-Hérault, Elisabeth Petitclerc travaille, elle, à l'échelle d'un lot familial. Donc, le but de son projet, c'est vraiment de partir des enjeux de l'aménagement forestier qui sont rencontrés par les Atikamekw de Wemotaci et de travailler à un plan d'aménagement intégré du territoire à l'échelle d'une zone d'occupation familiale. Puis, elle a fait ce lien entre comment l'aménagement forestier est fait dans le jargon, on va dire, québécois, versus ce que ça représente pour le territoire Atikamekw. Donc, le Wemotaci Aski, c'est l'ensemble du territoire occupé par la communauté. Le lot territorial familial, c'est chaque chef de territoire a la responsabilité de gérer ce territoire-là. Et la zone d'occupation familiale, c'est on va dire, le cœur des activités d'une famille. Donc, ces travaux-là sont en cours et devraient être présentés très prochainement. Mais vous voyez comment on passe de la définition du système à la mise en œuvre par un outil de plan d'aménagement intégré qui va représenter ces valeurs-là. En contexte CRI, on retourne encore un petit peu plus dans l'ouest, puis au nord aussi, mais là, on est dans un contexte de gouvernance qui est différent. J'espère, et sinon je vous l'apprends aujourd'hui, il y a une cogestion qui se fait sur le territoire CRI, notamment sur les terres de catégorie 1, où en fait c'est une gestion qui est propre à chaque communauté. Et les CRI ont fait le choix, ont défini dans la paix des Braves et le régime forestier adapté
que l'aménagement devait se faire à l'échelle des aires de trappe. Je fais un petit parallèle tout de suite avec mon ancien chapeau de la Fédération des trappeurs. Quand on parle d'une aire de trappe-crie, ce n'est pas la même superficie qu'un terrain de piégeage à l'échelle québécoise. On est vraiment sur des plus grandes superficies. Et un des travaux de Maëlie Bouchard, ça a été d'identifier c'est quoi les lacunes, malgré que cette convention existe, malgré qu'il y ait un régime forestier adapté qui a été défini, on en est où 20 ans plus tard? Maëlie, elle a commencé par identifier quelles sont les lacunes, donc encore une fois, de cette convention-là, et comment ça peut se traduire à développer sur les terres de catégorie 1, là encore où ce sont, en l'occurrence, la communauté d'Oudjé-Bougoumou qui peut prendre les décisions et le faire à leur image. Donc, ça se traduit notamment par la mise en place d'un réseau CRI socio-écologique. La définition, en fait, ça revient à une aire protégée dans laquelle les pratiques culturelles perdurent. Il y a tout un système de stratégie d'habitat phonique qui a été défini dans le régime forestier adapté, en fait, qui devait se définir et qui n'est pas encore mis en place, mais les travaux sont en cours. On travaille spécifiquement avec Oudjé-Bougoumou, mais c'est des travaux qui se font de près avec Waswanipi également, la définition des Wildlife Directives, si vous avez déjà entendu ce terme-là. C'est à mon sens, une avancée majeure pour mieux considérer les pratiques culturelles en territoire CRI. Puis évidemment, il y a d'autres considérations comme un aménagement forestier non autochtone, des plans d'aménagement visuel, de pratiques d'aménagement forestier durable, donc dans la façon, dans les prescriptions sylvicoles et tout le réseau routier. Puis, pourquoi Maëlie a décidé de commencer par les aires de, j'ai oublié le nom exactement, les aires protégées finalement, un secteur dans lequel les pratiques culturelles peuvent avoir lieu sans qu'il y ait de récolte ligneuse, c'est que la plupart des communautés, je vous l'ai dit en introduction, elles veulent aussi bénéficier du développement économique possible avec la foresterie. Mais le premier élément et la première question qui se pose, c'est quoi qu'on veut protéger pour savoir qu'est-ce qu'on peut aménager et comment on doit le faire. Donc, je vous donne l'exemple ici, c'est la nation Innu et Spit qui sont à la fois dans la définition d'un plan d'aménagement, en fait, qui ont défini leur plan d'aménagement à l'échelle de l'Inuassi. Donc, l'Inuassi, c'est un territoire qui représente notamment des pourvoiries qui ont été acquises par la communauté et dans lequel ils aimeraient pouvoir faire l'aménagement à leur façon. Et pour orienter les travaux sylvicoles, en tout cas la façon d'aménager sur ce territoire-là, ils ont été à l'initiative d'une réserve de biodiversité qui s'appelle Akumunan, pour laquelle ils ont maintenant la délégation de gestion par le ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, de la faune et des parcs. Je l'ai eu. Et là encore, ben, ça prenait de définir qu'est-ce qu'on veut avec cette réserve de biodiversité-là. Qu'est-ce qu'on y fait? Comment on veut que ça se passe pour que ça reste un témoin de l'aménagement pré-industriel, en fait, du territoire pré-industriel. Donc, à travers les travaux de Rosalie Champagne-Côté, on est allé définir justement c'est quoi une aire protégée autochtone pour les Inuits et Sipit. Puis, encore une fois, je vous partage quelques jargons, mais qui commencent à faire leur place dans la foresterie, de penser en termes socio-écologiques, en termes de paysage culturel et de conservation bioculturelle. L'idée, c'est de passer que ça n'existe plus les aires protégées cloche de verre où l'humain est extrait de l'environnement. Et c'est vraiment de considérer le lien, il n'y a plus de dichotomie nature-culture, les deux doivent coexister et être pris en considération dans les façons d'aménager, dans la façon d'occuper le territoire. Donc, à travers le projet de maîtrise spécifiquement de Rosalie, ça a été d'aller à la rencontre des membres de la nation Espit pour définir quoi on doit protéger, ce qu'on doit protéger, comment on veut le faire. Et ici, c'est justement de vous montrer que un des objectifs, c'est de renforcer le pouvoir décisionnel de la communauté sur leur territoire, de maintenir et mettre en valeur le patrimoine culturel inou et de contribuer à un suivi et à la préservation de la biodiversité. À partir de cette définition-là, on a aussi travaillé à mettre en place un suivi de gestion efficace de la réserve de biodiversité qui était fondé sur la participation des membres de la communauté dans les suivis environnementaux.
Donc, ça a été beaucoup de collaboration avec la CEPAC, avec Parc Canada notamment, pour définir comment c'est suivi une aire protégée d'habitude, puis comment on peut l'appliquer en contexte, dans le contexte des CIPIT. J'ai mis un petit logo de vidéo parce que, encore une fois, je souhaite vous partager le PowerPoint. Puis il y a un beau documentaire qui a été fait par notre étudiante qui exprime très bien la vision des CIPIT de cette aire protégée-là, en fait, de cette réserve de biodiversité. Et je vous inviterai donc à le regarder. Mais je continue mon petit voyage à travers le Québec. On revient vers l'est pour le coup. Là, vous avez compris, on est en territoire Innu, donc on est plus sur la côte nord. Un même projet a été défini avec, j'allais dire Pimoagan, avec Pessamit. Donc, c'est Émile Charon-Ducharme qui a travaillé avec la nation des Inuits de Pessamit pour définir c'est quoi leur vision du Pimoagan. Là encore, la culture étant le premier bénéficiaire de cette aire protégée-là. Puis, à travers ses travaux, Émile, il a aussi fait une revue littérature qui peut porter, à travers donc toutes les initiatives de conservation autochtone, en identifiant les facteurs de succès critiques dans la mise en place d'une aire protégée. Et le lien que je vous fais, c'est que pour la même communauté, il y a une aire protégée qui existe déjà et qui veut être en collaboration entre la RMBMI, donc la réserve de biosphère, Manicouagan-Wapisha, il manquait un mot, et la place des Pessamit dans cette gestion de territoire protégé-là. Donc ça, c'est les travaux d'Andréane Girard-Lemieux qui ne sont pas encore publiés, mais qui s'en viennent. Et finalement, on retourne en contexte CRI, où le projet du parc Assiniquet, donc il existe déjà une réserve faunique, puis depuis plusieurs années, le gouvernement travaille avec les nations CRI, la nation CRI, pardon, donc plusieurs communautés, pour définir le cadre de gestion d'une aire protégée qui s'appelle le parc national Assiniquet. Et à travers les travaux de Gabrielle Côté, elle a notamment mis en lumière le fait de s'intéresser à des espèces qui ne sont pas nécessairement suivies dans un contexte socio-économique québécois, mais qui sont d'intérêt culturel. L'orignal, le caribou, ça va, mais l'esturgeon, la truite aussi, mais l'oie et l'esturgeon, c'est des espèces qui sont au cœur de la culture et de l'identité cri, et ils veulent vraiment mettre une importance sur ces deux espèces-là en plus des autres. Mais là encore, ils reviennent à l'idée que l'aménagement forestier doit considérer la place des gestionnaires de territoire, donc en contexte CRI, ce sont les talimans. Mais dans l'aire protégée aussi, les talimans ont un rôle à jouer et ils souhaitent que la surveillance du territoire se fasse de plus en plus par les communautés avec des programmes tels que les gardiens de territoire dont je vais vous parler juste après. Puis je voulais faire ressortir aussi le fait que l'enjeu de la langue, il est au cœur de je dirais pas la non-collaboration, il y a de la collaboration, mais c'est une barrière importante de la collaboration, de la consultation. Et c'est pas encore bien reconnu. Ça veut pas dire qu'on doit parler en cri, ça veut juste dire de considérer que les gens ont le droit de s'exprimer en cri, puis de faire appel à des traducteurs. Et ça, c'est un enjeu majeur, je pense, de l'acceptabilité sociale en contexte autochtone. Donc, c'est ça mon lien avec les gardiens de territoire, c'est que aménagement forestier, aires protégées, mais aussi un rôle, les communautés veulent avoir un rôle dans les suivis environnementaux. Ce qu'ils font depuis des années à observer, à gérer et à protéger le territoire. Dans un contexte de recherche, le fait de combiner les savoirs autochtones et les savoirs scientifiques, c'est aussi d'augmenter la dimension, l'échelle spatiale et l'échelle temporelle de nos données. Eux autres étant les communautés, qu'elles soient autochtones ou non, une communauté qui occupe un même territoire pendant des années va avoir une source de savoir qui est complémentaire à ce qu'une équipe de recherche va venir chercher à un temps donné sur un petit morceau du territoire. Donc, dans cette perspective-là, il y a notamment une émergence de plusieurs programmes de gardiens autochtones, gardiens de territoire. Et ça, je pense que ça fait vraiment partie aussi des alliés de l'aménagement forestier durable, d'avoir des gens qui sont là, qui sont sur le territoire, qui vont faire le lien avec la communauté et avec la recherche, les gestionnaires et les décideurs politiques.
Donc, c'est dans cette optique-là qu'à la chaire, on a notamment contribué au rapprochement des Premières Nations et de l'équipe qui s'occupe du suivi de biodiversité du Québec. Donc, l'idée étant justement d'avoir un réel échange de formation, d'une part, formation technique pour que les protocoles soient appliqués de la même façon sur tout le territoire et que ce soit comparable, mais tout en gardant un œil sur la pertinence de suivre certains territoires d'intérêt plus particulier pour les communautés et qu'elles le fassent par elles-mêmes. Finalement, je voulais vous partager l'exemple de ce projet-là, qui est un projet initié par la communauté de Waswanipi, qui est au cœur d'un suivi environnemental spécifique à la martre. Donc, il fallait bien que je parle un petit peu de ma bébite préférée. Mais ce qui est vraiment inspirant, c'est que Waswanipi a décidé d'abord de renforcer le transfert intergénérationnel des jeunes de la communauté, des Talimans et des aînés, pour commencer à faire un suivi. Et ils sont ensuite allés chercher du support au niveau des chercheurs. Donc, pour renforcer le nombre de facteurs et la façon dont on allait mesurer les impacts de l'aménagement forestier et des changements climatiques sur les populations de martres. Donc, ça fait partie des exemples de projets initiés qui sont faits à leur façon et dans lesquels nous, on collabore, on vient apporter un support. Finalement, ce avec quoi je veux que vous repartiez aujourd'hui, c'est l'idée d'avoir une implication à toutes les étapes de nos travaux, que ce soit dans la définition d'un inventaire, dans le choix du lieu, dans la prise en considération de ce qui est sur ce territoire-là, jusqu'à la planification et la gestion. Je reviens sur les aspects de consultation, la barrière de la langue, la barrière de à qui on s'adresse quand on veut faire de la consultation. Je vous invite vraiment à y penser davantage. Et il y a aussi l'idée que la foresterie, c'est un morceau de ce qui se passe sur le territoire. Puis quand on commence à parler avec les gens, quand on commence à regarder c'est quoi leurs enjeux sur le territoire, c'est que la consultation, le fait de définir la gestion forestière, ils ont aussi ça pour toutes sortes d'autres pratiques, évidemment minier, hydroélectricité et bien d'autres. Donc ça, c'est un des enjeux qui est rencontré au sein des communautés, c'est que c'est une bonne chose de vouloir collaborer et de vouloir travailler ensemble, mais il faut aussi prendre en considération qu'ils sont parfois débordés par la multitude de consultations. Donc, c'est un des aspects que je voulais vous partager aujourd'hui. Et finalement, je pense qu'il y a peut-être un terme que vous allez adopter, c'est le terme socio-écologique. Donc oui, la biodiversité, c'est important, la culture l'est aussi, puis les communautés sont à l'interface de toute cette diversité bioculturelle-là. Donc, un autre aspect, je pense, très pratique de ce qui peut vous aider dans vos travaux, en fait, dans votre profession, c'est de mieux penser à l'organisation territoriale de chaque communauté. Ils ont chacune leur façon d'occuper le territoire, puis on ne peut pas appliquer la même règle en contexte Cri ou en contexte Innu ou encore moins en contexte Wolastoqey qui n'ont pas de territoire. Puis évidemment, le pourquoi je suis inspirée de m'impliquer dans tout ça, c'est vraiment que je crois à la complémentarité des visions et je crois qu'ensemble, on peut aller plus loin. Puis tout ce qu'on fait en contexte autochtone, je pense que ça nous inspire énormément sur ce qu'on peut faire pour les communautés au Québec, qu'elles soient autochtones ou non. Voilà, donc je termine avec cette représentation-là qui ne vient pas des travaux de la chaire, mais qui vient des travaux d'Annie-Claude Bellil et Hugo Asselin qui ont travaillé avec Ojibwe et Picogan notamment. C'est de penser que les pratiques culturelles, c'est un morceau de la chaîne, mais que ce n'est pas seulement la disponibilité des ressources qui est importante, c'est aussi son accès, sa qualité, l'expérience de la pratique, donc quand on est en territoire, et que ça, au final, on a tous la même vision. Le but, c'est qu'on soit bien, c'est que la forêt soit un lieu de vie pour nous tous. Donc, lieu de vie, je vous invite à bénéficier de cette opportunité-là d'immersion en contexte Innu. La chaire, ça fait, je crois qu'on est à notre 7e édition de territoire en contexte Innu. Ça va avoir lieu à la semaine de relâche, donc à l'automne, 27 au 30 octobre. C'est ouvert aux étudiants, c'est ouvert aux professionnels, c'est ouvert en fait à qui est intéressé à vivre cette expérience-là. Les inscriptions devraient ouvrir
d'ici juste avant l'été. Puis, si vous n'êtes pas encore convaincu de la pertinence d'aller découvrir une culture autochtone, j'ai quelques personnes qui peuvent vous en parler de ce qu'elles ont vécu. Puis Léa est là pour en témoigner aussi. Alors voilà, je vous remercie. Je rappelle que ce que je vous présente aujourd'hui, ce n'est pas mon travail individuel. Il y a évidemment tous les étudiants, tous les partenaires qui sont impliqués dans la chaire, et bien sûr Jean-Michel et Anne, avec lesquels j'ai le plaisir de collaborer à chaque jour. Merci beaucoup, Pauline. Donc là, ça va nous amener à notre période de questions. Donc, pour le monde en ligne, je vous rappelle, vous pouvez écrire vos questions dans la section chat du Zoom. Mais je vais commencer s'il y a des questions dans la salle pour l'instant. On en a en ligne pour l'instant. Ben, moi, je vais débuter avec une question qui vient plus d'un contexte. Moi, je travaille dans le laboratoire d'aménagement forestier. Et souvent, soit notre directeur ou même du monde dans le labo, ils ont souvent le réflexe de dire ah, on va travailler avec des humains, on a peur, il y a des questions d'éthique là-dedans, il y a des questions de passer par les règlements universitaires. Puis, je trouve ça un peu dommage, mais tu dirais quoi à des laboratoires un peu plus. On aime ça, nos données empiriques, puis on a peur un peu de parler aux humains. Tu dirais quoi pour un peu faire le lien entre ta présentation et nos peurs un peu de travailler avec l'humain? La peur de travailler avec l'humain. Alors, le cérule, pour le nommer, c'est une entité qui existe, puis c'est drôle parce que ces derniers jours, on a beaucoup de discussions autour de ça. C'est une démarche administrative qui peut paraître lourde et pénible, mais elle est là pour protéger les gens avec lesquels on travaille. Il faut se rappeler qu'il y a un historique de recherche extractive, que ce soit d'abord en contexte inuit, mais ici aussi, puis l'historique qu'on a de relations avec les Premières Nations, il y a une certaine méfiance qui est à se rappeler. Puis les cellules, en fait, les démarches éthiques, elles sont là justement pour s'inspirer de ce qu'on a peut-être moins bien fait dans le passé, puis mieux faire les choses. Ça, c'est vraiment pour le volet administratif de la chose, mais je pense que c'est des discussions de corridor souvent qu'on entend « Ah mon Dieu, j'ai cellule à passer ». Bon. La curiosité d'aller vers l'autre, je pense, c'est pas plus difficile de travailler avec une. Ben, il n'est pas tout ça de même, mais s'intéresser à la culture d'une communauté. Je reviens un peu avec. Je sors du contexte autochtone. Je suis une biologiste qui était vraiment intéressée par l'écologie d'un animal. Puis la façon de travailler sur cette espèce-là, c'est de comprendre les personnes qui sont le plus en contact avec elle. Fait que de la même façon, je vais faire un transfert en tant qu'individu. On a tous une famille, on a tous notre propre utilisation de la forêt. Puis si on veut répondre à, ben, c'est quoi que j'aime moi en forêt? C'est quoi que j'aime faire? C'est quoi dont j'ai besoin pour être bien, pour transmettre des savoirs à mes enfants ou ainsi de suite? Ben, c'est la même chose. Fait que, tu sais, communauté autochtone, culture différente, oui, mais on a quand même des points communs. On est des humains à la base. Je le dis tout le temps, mais c'est vraiment ça. Fait que je comprends qu'il y a une certaine peur, il y a une certaine crainte, mais avec les meilleures intentions du monde, là, je pense que c'est juste la curiosité dans les façons de faire, de mêler des données quantitatives ou des données qualitatives. Ben ça s'apprend. Puis il y a des façons de faire les deux ensemble aussi. Je n'ai pas beaucoup parlé des méthodologies de recherche. Là, c'est quoi des entrevues semi-dirigées? C'est quoi des groupes de discussion? Comment on s'y prend? Ben, de la même façon qu'on s'y prend d'utiliser un modèle dans R. Tu sais, ça s'apprend. Puis je pense que c'est même beaucoup plus intuitif que faire des statistiques. Donc, la peur, c'est juste de dépasser et d'aller chercher une formation dans une discipline qui n'est pas biologie ou qui n'est pas sciences naturelles. Mais on le fait. Je vais donner un autre exemple. Un comité de travail sur une question donnée. Là, mettons, je reprends l'exemple de la forêt Montmorency. Il y a un comité, comité d'aménagement. Je ne sais plus comment c'est rendu, là, mais j'avais siégé sur le comité scientifique d'aménagement. Bon, ben, c'est tout du monde qui viennent. C'est comme l'étape de gestion intégrée des ressources. C'est tout du monde qui viennent avec un regard, une lunette, puis qui apprennent à se parler. Ben, ça, c'est déjà de la recherche en sciences sociales, entre guillemets. Donc, on le fait déjà. Ça fait juste peur d'utiliser des termes de données qualitatives ou ce genre de choses-là. Mais travailler en gestion intégrée des ressources, c'est de la science sociale. OK, ben merci beaucoup. C'est vraiment une belle réponse. On avait une question dans la salle. Je vais vous passer le micro pour que le monde en ligne vous entende. Allô, bonjour André Proux.
je ne me vante pas, je suis fier d'au moins 35 ans d'expérience avec les communautés autochtones du Québec, dont plusieurs. Tu as fait des présentations. OK. D'abord, j'aimerais te faire une félicitation. Tu as dit à plusieurs reprises, chacune des communautés ont leur particularité. Souvent, chez les Blancs, on dit, regarde, les Autochtones sont tous pareils, on va tous les traiter pareil, ça va marcher. C'est pas vrai. Ils sont très, très différents, puis il faut respecter ça. Par rapport à l'approche, la crainte, l'inquiétude, c'est de part et d'autre. J'ai connu des inquiétudes des talibans ou de chefs de famille qui étaient inquiets de s'approcher d'André Proulx parce que c'était un blanc, puis qui faisait du développement économique avec le conseil de banque. Alors, ça m'amène à la question, dans les rencontres que vous avez eues avec les chefs de famille, j'imagine aussi avec les conseils de banque, est-ce que des fois, il y a une nuance? Le conseil de banque fait de la politique, fait du développement économique. Je ne dis pas que la recherche fondamentale sur les connaissances des pratiques autochtones et tout ça, c'est pas bon, mais à un moment donné, surtout à Pessamit, avec Éric Canapé, puis avec André Côté, on en a parlé pendant des années. Alors, est-ce qu'à un moment donné, on a vu qu'il y a eu des conflits en Mauricie entre les chefs de famille et les conseils de bande? Oui. Comment vous voyez ça, cette dynamique-là? On ne pourra pas changer, je pense, demain matin, là. Non, et ça, c'est le bout que nous, on ne peut pas changer, parce que c'est pas à nous de décider quoi que ce soit pour leur organisation familiale, j'ai envie de dire. Puis je vais encore faire j'aime bien les parallèles, mais chicane de famille, on en a tous. Au sein d'une même communauté, c'est pas tout le monde qui a la même façon de voir le monde et ce qu'on veut faire du territoire, ce qu'on veut comme collaboration avec les Blancs. Fait que ça, c'est un enjeu qu'on a, pas un enjeu, c'est une réalité qu'on a rencontrée dans plusieurs communautés. Encore une fois, on ne travaille pas avec toutes les communautés au Québec, là. Mais au sein même, puis je vais essayer de ne pas en nommer, là, mais au sein même d'une communauté, il y a un département et un groupe de personnes qui travaillent pour le développement économique, d'autres qui sont pro-conservation, mais il y a toujours un petit peu des deux. Il y a toujours une petite notion quand même de, pro-conservation, il y a quand même l'enjeu d'avoir des emplois qui sont disponibles dans la communauté et puis qui aient des retombées locales. Enjeu économique, ils ne le feront pas à côté, pas enjeu économique, vision développement économique, ils ne le feront pas en passant à côté de la culture. C'est comme, ils vont fonder justement leur plan de développement sur ce qu'ils sont, ce qu'ils veulent faire. Donc, je pense que c'est ça. J'aime bien dire qu'il y a un spectre à travers la foresterie autochtone. Ben, il y a un spectre au sein de chaque communauté aussi. Et parfois même au sein d'une même famille. C'est pas juste des chicanes entre familles, c'est dans une famille, les individus. Donc, dans la question des fois, on a peur de comment on s'y prend pour faire de la recherche en sciences sociales. Ben, ça fait partie des choses. C'est qu'on va pas parler juste à un individu où l'idée, c'est d'avoir une représentativité et sinon de dire, ben, nous, le point de vue qu'on a identifié, c'est le point de vue de cette famille, de cette communauté, de ce groupe-là. Puis c'est pour ça qu'on a beaucoup de travail à faire de documenter les visions. Mais oui, c'est ça. Toutes les communautés ont des différences, mais au sein même d'une communauté, il y a aussi des différences. Juste un autre point, la jeunesse versus l'expérience. Ouais. Est-ce que dans vos rencontres et tout ça, vous avez vu le choc des idées entre les jeunes dans les communautés et les plus aînés, les talibans chez les Cris ou parce que moi, j'ai écrit il y a déjà peut-être une quinzaine d'années, quand les jeunes autochtones vont faire une révolution, il n'y a pas personne qui va les arrêter. Ben, ouais, Ça ne veut pas dire excusez-moi, ça ne veut Disons. pas dire de laisser tomber la culture et tout ça. Oui, oui. Sauf que on est conscient qu'il y a des réalités difficiles dans les communautés, si je pense à certaines communautés atikamekw. Mhm. Alors, il y a des jeunes qui sont tannés de la situation. Je ne sais pas si vous avez vécu peut-être. Ou vécu, je dirais pas qu'il y a une confrontation jeune-aîné, mais je vais revenir à l'historique des Premières Nations puis de l'éducation. J'imagine que vous en entendez toujours parler, mais les pensionnats, c'était il n'y a pas si longtemps. Fait il y a un grand changement et une grande montée du leadership autochtone depuis la fin des pensionnats. La façon qu'ils puissent s'exprimer et exprimer leur culture et partager leur vision du monde, on commence à leur donner la parole. Donc, effectivement, en termes de révolution possible,
potentiellement que la nouvelle génération a des bonnes chances de renverser des choses, mais il y a énorme visions différentes parce qu'encore une fois, ben, ils n'ont pas eu le même contexte, la même liberté de pouvoir exprimer leur culture. Par contre, malgré ça, il y a énormément de liens et dans toutes les communautés, il y a vraiment l'intérêt de renforcer les liens entre les jeunes et les aînés. Alors, pour la transmission des savoirs, mais pour la transmission de la vision, justement, c'est que les jeunes, ben, moi-même, j'ai mon petit bagage. La technologie, ça, j'allais y venir aussi, mais le fait de se baser sur ce qui a été vécu avant, puis tout le regard des aînés, c'est beaucoup plus valorisé que dans notre société. L'importance de prendre en compte et de reconnaître l'expertise des aînés, leur expérience. Puis l'autre point que je voulais effectivement mentionner, c'est la technologie. C'est que une des grosses différences, peut-être, c'est bon, l'éducation qui est différente par le fait qu'il n'y a plus les pensionnats notamment. Mais il y a un grand intérêt de la jeune génération à utiliser les technologies et à combiner vraiment les approches. Là, quand on parle d'entrelacement des savoirs, c'est aussi l'entrelacement des méthodes. Puis je prends l'exemple de Waswanipi, là, ils utilisent plus de technologie que ce que moi je fais sur le terrain. Là. Et ils ont une tablette, ils utilisent le téléphone comme GPS. Ça, c'est peut-être une des autres différences, là. Mais je dirais que les Tallymen puis les aînés utilisent aussi de plus en plus la technologie. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'échanges. Et je ne crois pas qu'il y ait un clash de vision plus que un pouvoir plus grand dans la jeune génération par le contexte politique qu'on a actuellement. Merci beaucoup. Je vais rebondir un peu sur le premier point de monsieur. Donc, il y a une multiplicité des visions. Comment vous faites au sein de la chaire pour déterminer avec qui vous allez travailler au sein des communautés? Est-ce que vous voulez systématiquement une représentativité autant que possible? Puis qu'est-ce que ça nous indique sur, comment dire ça, l'insertion de toute cette multiplicité de visions-là dans le cadre légal de l'aménagement forestier? Question super facile. Oui, mais en même temps, c'est parce qu'on travaille vraiment à ça. Fait que, premier élément, est-ce qu'on veut rencontrer tout le monde et à qui on s'adresse? C'est impossible d'avoir le point de vue de tout le monde. Je vais essayer de... Tu sais, parfois, c'est des projets qui portent juste sur la vision des femmes. Parfois, ça porte juste sur la vision des Tallymen, par exemple. Mais de plus en plus, on essaye justement d'avoir une représentativité. Fait que ça va avec à qui on s'adresse. Ben, nous, on travaille... Les partenaires de la chaire sont des représentantes des conseils de bande pour ce qui est des communautés autochtones. Généralement, soit les bureaux de gestion territoriale, soit les bureaux de développement économique, soit les deux pour une même communauté. Donc, c'est nos points d'entrée dans la communauté. Donc, choisir avec qui on travaille, je crois que tu avais la question, les deux côtés, avec quelle communauté on travaille, ben, c'est vraiment des relations de personne à personne qui a fait qu'on a travaillé avec ceux que je vous ai présentés là. C'est des rencontres, encore une fois. Maintenant, avec qui c'est qu'on va interroger, ou c'est pas vraiment le bon terme, avec qui on va aller discuter et quel point de vue on veut documenter, ça dépend de la question. Dans un même projet de recherche, on ne peut pas répondre à... Un projet de maîtrise ou un projet de doctorat, ça ne suffit pas à définir la vision d'une communauté, en fait, les visions d'une communauté. Mais ce que je vois de plus en plus, c'est de considérer justement d'avoir une bonne représentativité et des femmes, et des jeunes, et des aînés, et des hommes, entre tout ça. Donc, des fois, c'est une intention, puis on n'y arrive pas nécessairement pour toutes sortes de raisons. Ça dépend de l'intérêt de la question de recherche parce que de la même façon qu'il y a des visions différentes au sein d'une communauté, la question de recherche, elle est discutée avec ces entités-là, là, du conseil de bande, puis ce qu'on veut travailler ensemble. Mais après, la réponse de la communauté à s'impliquer dans la recherche, ça dépend. C'est vraiment variable d'un projet à l'autre. Je te dirais que la clé pour ça, c'est de passer du temps puis d'être patient, mais d'être là. Puis je pense qu'avec la façon de travailler à la chaire, nos étudiants font des séjours en communauté. Ils restent là plusieurs semaines. Ils se font connaître, encore une fois, comme individus et comme représentants d'une équipe de recherche. Ça facilite l'adhésion des gens au projet de recherche. Donc,
je dirais que dernièrement, dans les derniers projets de recherche, j'ai un peu moins vu cet enjeu de représentativité des visions. On reste limité dans le nombre de personnes qu'on peut et qui veulent nous rencontrer, mais c'est ça. Puis la dernière question de comment ça s'inscrit ça dans l'aménagement forestier, la première chose, c'est que c'est pas une politique québécoise, hein, c'est des politiques communautaires. Et communautaire, là, la définition d'une communauté peut être très large, là, une communauté biologique, culturelle. Je fais encore le pont entre les communautés autochtones avec lesquelles on travaille ou la communauté de piégeurs avec laquelle je travaille par la bande. C'en est une communauté. Puis un piégeur, des fois, c'est juste plus facile parce qu'on a peur du contexte autochtone ou qu'on connaît moins de s'y raccrocher. Mais si vous êtes en gestion intégrée de ressources, vous devez avoir entendu des chasseurs ou des piégeurs vous parler. Ils ont chacune leur réalité. Les régions, je pense que ça fait partie des réflexions générales là, de comment l'aménagement forestier devrait être fait avec des visions plus régionales. C'est la même chose. Là. C'est pour ça que je disais, ce qu'on apprend avec par et avec les communautés, pour moi, ça s'applique dans ce que devrait faire l'aménagement, de s'appliquer à la réalité. L'enjeu, il est de définir une échelle commune. Mettons que dans une région donnée, encore une fois, il y a une aire de trappe familiale autochtone ou un terrain de piégeage québécois, je dirais. C'est pas la même échelle spatiale, mais pourtant, l'objectif reste le même. C'est que les usages d'un même territoire soient respectés. Fait que c'est quoi l'unité d'aménagement commune à tout ça? Je pense que c'est un peu l'idée de l'organisation spatiale là, avec l'Écosse, notamment. Fait que, j'ai pas beaucoup à travailler avec, j'ai plus beaucoup à travailler avec ça dans mon travail actuellement, mais je crois que l'organisation spatiale de l'aménagement forestier, c'est l'enjeu, c'est pas l'enjeu, c'est la clé de comment on peut faire un aménagement acceptable pour les communautés. C'est des longues réponses. Hein. Pauline, on a une question en ligne qui ressemble un peu à ce que tu viens de dire, mais si tu pouvais revenir sur le point que M. Vizina aimerait savoir, c'est comment est-ce qu'on peut concilier la foresterie autochtone avec la réglementation provinciale autrement qu'à travers les processus de consultation en aval de la planification? Bon, je ne suis pas la bonne personne pour parler du législatif. Attends un petit peu. Comment on peut... Peux-tu me la redire rapidement? Comment on peut... Comment concilier la foresterie autochtone avec la réglementation provinciale autrement qu'à travers le processus de consultation en aval? J'imagine que c'est dans l'attribution dans le fait que ce soit des entreprises forestières autochtones qui fassent l'aménagement. J'avoue que je ne veux pas me lancer dans quelque chose. Je connais pas assez bien le contexte légal pour me lancer dans une réponse aussi longue que celle que j'ai faite avant. Mais c'est ça. Non, désolée, j'ai pas nécessairement de. Je pense que ce qu'on fait et ce qu'on voit à la chaire, c'est ça, c'est que s'il n'y a pas un pouvoir décisionnel et de gouvernance autre qu'en contexte CRI, c'est peut-être de passer, encore une fois, par de l'entrepreneuriat forestier autochtone. Donc, que les entreprises soient menées majoritairement par des autochtones. Je ne sais pas si c'est Étienne Vizina, mais... Pauline? Oui. Yves Lechapelle. Je te remercie beaucoup pour la présentation. Une de tes premières phrases au début, se connaître, se comprendre. Ça va dans les deux sens. Ouais. Qu'est-ce que la chaire fait pour que les gens des communautés, les différentes parties des communautés autochtones comprennent les réalités de la foresterie québécoise? Déjà, en organisant nos cercles de partenaires et nos colloques, le fait que c'est sûr qu'on passe beaucoup par les représentants qui siègent au cercle des partenaires. On va dans les communautés, nos étudiants, on essaye de leur donner un rôle de vulgarisation. Je pense que le meilleur exemple, c'est ce qu'Elisabeth fait à travers son projet de recherche. L'objectif premier, c'est de définir les enjeux puis de définir comment on peut faire un plan d'aménagement intégré. Puis en fait, la barrière numéro 1 qu'elle a rencontrée, c'est tout le jargon du lexique, déjà, le lexique forestier, puis le pourquoi c'est fait comme ça actuellement. Donc, je pense qu'à travers la présence de nos étudiants dans les communautés,
on essaye de mieux faire connaître les différents acteurs du secteur forestier et le pourquoi on doit respecter. Parce que là, j'ai mentionné un des défis de la stratégie d'aménagement durable des forêts, c'est de prendre en compte les intérêts, les valeurs, mais il y a aussi de considérer les aspects économiques et tous les autres acteurs. Qu'est-ce que la chaire fait? Ben, je pense que ça passe principalement par nos étudiants qui sont en communauté puis qui vont faire des activités de vulgarisation. Ouais. Parce qu'on voit facilement là, les connaissances que vous nous apportez depuis 10 ans là, au niveau de la chaire comme telle. Ouais. Mais les réalités, moi, pour avoir vécu pendant 40 ans dans le secteur, puis notamment les relations avec les Premières Nations, il y a des efforts qui sont faits de part et d'autre, mais c'est comme si on met toujours l'emphase sur le non-autochtone qui doit comprendre, etc. Et tu sais, c'est comme la réconciliation. Si la réconciliation, ça doit se faire seulement d'un sens, ça ne marche pas. Et, Ouais. et Ben, c'est là que je me dis la chaire pourrait avoir un rôle important parce qu'au début, on faisait nos réunions, parce que j'étais au début, là, on faisait nos réunions à Québec. Et rapidement, on a dit non, il faut aller dans les communautés, puis tout ce que tu as amené tout à l'heure. Ouais. Mais ça, c'est important. Tu sais, quand on est allé la première fois à Pest Summit, ben, on était en réunion, il y avait des réunions à côté, on était séparés. Puis c'est là qu'on a dit non, on reste ici le lendemain, le monde va pouvoir venir nous parler. Tu sais, dire qu'est-ce que vous venez faire chez nous, puis tout ça. Là. Mais au moins, ça amorçait la possibilité qu'ils sachent qui on est, Ouais. quelles sont aussi nos contraintes et nos problématiques. Ben, merci, parce que oui, effectivement, je crois que la chaire, elle essaye juste. Je parlais des colloques tantôt, mais c'était dans cette idée-là d'essayer de créer des occasions de rencontre, puis donc que ça se parle d'individu à individu. Peut-être en complément, ce que la chaire fait pour ça, c'est tout l'aspect justement entrepreneuriat puis main-d'œuvre autochtone dans le secteur forestier. C'est un des volets que j'ai moins discuté aujourd'hui, là, mais tout l'accompagnement des communautés à prendre part justement soit par l'entrepreneuriat, soit en travaillant dans le secteur forestier, ça aussi, ça contribue à mieux comprendre c'est quoi le secteur forestier, c'est quoi la réalité en y travaillant. Fait que ça, c'est peut-être un autre élément. Puis, ben, j'aime dire qu'on se donne le rôle d'agent de liaison, mais de créer l'opportunité de se parler, de se rencontrer. On peut faire des présentations comme ça, là, mais il n'y a pas mieux que chaque individu pour refléter sa réalité. Puis je pense que ça a beaucoup plus de sens de parler à un. Mettons, tantôt, Olivier, tu disais ben, comment tu fais pour avoir la vision de la communauté. Je ne suis pas sûre à quel point c'est important de parler à tout le monde. Si je parle à quelques individus, mais que cette personne-là, je suis capable de vraiment avoir une connexion, un lien que lui comprend pourquoi on fait la recherche aussi. C'est dans les deux sens. Là. On part des besoins de la communauté pour faire un projet, mais nous, pourquoi on le fait? Ben, je reviens toujours à la même chose. C'est une démarche individuelle avant d'être une démarche organisationnelle. Mais je comprends qu'on peut faire encore plus. Organiser les séjours en territoire Innu, c'en est un autre. Là. Avant, c'était juste pour les étudiants. On l'a ouvert au contexte professionnel. Puis, ils pourraient s'en organiser, je pense, à toutes les semaines, dans tous les secteurs d'activité que ce serait pertinent. Tu sais, pour se comprendre, il faut se parler puis il faut se rencontrer. Merci beaucoup. Je crois que ça arrive à la fin de notre période de questions. Il est déjà 9 heures. Donc, encore une fois, merci beaucoup, Pauline. On peut faire une belle applaudissement. Donc, ça met fin à notre café-conférence d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on avait 103 personnes en ligne, puis quand même plusieurs personnes dans la salle. Donc, merci beaucoup à tout le monde qui ont pris le temps d'assister à la présentation. Le prochain café-conférence va être le 22 avril cette année en 2025 et on va accueillir Mme Élise Bouchard qui va nous parler de l'architecture des érables et son influence sur la production de sirop d'érable. La présentation d'aujourd'hui est enregistrée. Elle va être dans quelques jours sur le YouTube de l'OIFQ ou sur le site web de l'OIFQ dans la section membres et activités passées. Merci beaucoup et passez une belle journée.